tous, c'est Julien pour rester connecté. Et aujourd'hui, j'ai deux invités d'exception pour parler d'un sujet qui me tient très fortement à cœur, le rétro gaming. Alors, je vais vous présenter ces convives que vous avez déjà sûrement croisés sur les internets. Il y a, alors sur mon écran, il est à ma gauche, donc à ma gauche, Polo, youtubeur, que vous pouvez retrouver sur la chaîne Apollo. Voilà, donc si vous avez besoin de conseils informatiques ou de parfois un petit peu de tests de produits gaming, tu fais un peu tout en fait, c'est ça? Ouais, un peu de tout, il y a un peu de rétro. On va dire principalement les axes, c'est du tuto, déjà. Mobile ou il y a aussi du Mac, d'ailleurs mobile, Mac ou PC. Et après, il y a aussi pas mal de trucs rétro avec notamment du Raspberry Pi, des compilations de jeux, etc. Mais à terme, en fait, toute cette partie rétro va être amenée à migrer sur une chaîne vraiment dédiée, quoi, pour le coup. Et il y a, comme tu disais, aussi quelques tests produits. Alors, ça va vraiment. L'éventail est très large pour l'instant et ça va être recentré sur des chaînes dédiées. Bon, ok, donc il y a à boire et à manger. Allez faire un Exactement, tour. pour l'instant c'est varié. Vous trouverez votre bonheur. Et du coup, à ma droite, moi j'ai Stuff qui est, on va dire journaliste, journaliste high-tech. Journaliste high-tech, ouais, qui est aussi squatter de chaîne, dont celle de Polo, parce que j'ai fait des jeux. Et puis, sur plusieurs sites high-tech, notamment sur la mobilité, sur du tuto aussi, mais plutôt en mode texte. D'accord. Et gamer passionné. Et gamer passionné, ouais. Depuis longtemps. C'est mieux parce qu'on parler de rétro gaming, effectivement. Alors, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Le rétro gaming, est-ce que c'est un truc pour les vieux, dans le fond? On peut se demander. Parce que le rétro gaming, est-ce que c'est un peu la bataille des anciens et des modernes? Est-ce que c'est juste un vieux truc commercial pour faire racheter des trucs aux vieux qui ont du pouvoir d'achat? Ou est-ce que c'est pire que ça? C'est une espèce de magouille de collectionneur pour faire monter des produits totalement inutiles à des prix inimaginables. C'est ce qu'on va étudier, le rétro gaming. Est-ce que c'est de la merde? Finalement, c'est un peu comme ça qu'on pourrait définir notre sujet. Non, je rigole. Il y a plein de choses bien dans le rétro gaming. Et on va voir ça tout de suite. Et on va commencer par un brin d'histoire. Alors, mes petits amis, je me tourne vers vous et je mets pour moi un petit peu en date charnière pour parler du rétro gaming. Je mets un peu la date de 95, enfin dans ces eaux-là, et en fait l'arrivée de la 3D, que ce soit dans les salles d'arcade, mais bien évidemment le tournant de la PS1, qui va un peu diviser les gamers à ce moment-là entre ceux qui vont vouloir un peu rester sur les jeux 16 bits qui étaient arrivés à une sorte d'apogée, qui était vraiment très beau graphiquement, et la 3D qui débarquait, qui apportait autre chose, mais qui était, disons-le, dégueulasse, super moche. Avec le recul, à l'époque on trouvait ça super beau. Moi, je me rappelle quand j'ai vu Tekken 1 la première fois, j'étais complètement scotché, alors que j'y rejouais récemment, j'avais l'impression d'avoir... je sais pas ce qui m'a pris de jouer à ça, mais ça a vieilli beaucoup moins bien en fait que ce qu'on verra souvent, sûrement plus tard, mais effectivement, ouais, c'est le gros tournant qui a ringardisé sur le coup, par contre, pas mal de jeux et pas mal de genres aussi. Et du coup, Alors, juste le petit bémol, en fait, c'est il y a quand même toujours la séparation des deux univers, en fait, c'est-à-dire console et PC. Ouais. Et autant sur console, tu mangeais mais du pixel à la louche, on va dire, sur PlayStation, et tu avais effectivement la même chose super lissée sur PC, mais bon, forcément, le PC, c'était pas le même prix. Mais on avait belle entre guillemets, on avait de la belle entre guillemets 3D, c'est-à-dire au sens pas si dégueulasse que sur Play 1. Mais oui, c'était pas accessible aux mêmes bourses, quoi, on va dire. Non, mais c'est sûr. Là, ce que tu notes, c'est hyper intéressant parce que ça remet dans un contexte quelque chose qui a un petit peu disparu, ou tout du moins qui est plus tout à fait sur les mêmes trucs. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, dans l'histoire, il y a vraiment, c'était vraiment scindé entre la communauté joueur PC et joueur console. C'était beaucoup plus divisé que maintenant. Ouais, clairement. Ou tout du moins, c'était pas tout à fait divisé. Déjà, il n'y avait pas forcément les mêmes jeux. C'est ça. En fait, c'était vraiment des choses assez distinctes. Il y avait quelques-uns, justement, avec la PlayStation qui a apporté... il y avait déjà quelques jeux qui étaient sortis sur Super Nintendo, des jeux de mon PC, sur Mega Drive. Je pense notamment à des trucs comme... je me rappelle qu'il y avait Wing Commander qui était sorti sur Super NES. Il y a dû y avoir Doom.
Peut-être Doom aussi, oui, qui a été sorti sur d'autres plateformes, et aussi sur Super Nintendo d'ailleurs. Mais effectivement, oui, il y avait quand même pas beaucoup d'overlap en fait entre les deux. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des types de jeux très PC et des jeux consoles qu'on voyait pas beaucoup sur PC non plus. Alors, et l'inverse était encore moins vrai. Il y avait encore beaucoup moins de jeux consoles qui arrivaient sur PC, je pense, à l'époque. Ouais. C'est vrai que c'est un peu, enfin comme dit Stuff, c'est un peu la Play 1 qui a commencé à ouvrir cette brèche, clairement. Ouais. Bah ouais, d'ailleurs il y a le jeu qui va un peu définir ça, c'est Tomb Raider, qui est, Tomb Raider, ouais, carrément. Tu vois, c'est associé PS1 alors que c'est un jeu pur PC à la base. Ouais, clairement. Donc on est vraiment là-dedans, mais du coup voilà, donc du coup dans cette époque un peu troublée justement où effectivement les univers, les gamers sont séparés, les univers sont séparés, on est moins alterné sur les plateformes, on est moins à se mélanger. Il n'y a pas de jeux en commun comme on peut le connaître aujourd'hui. Il y a ces séparations, il y a les fans de Nintendo, il y a les fans de Sega, du coup, il y a les fans de PC. Et là, on arrive à cette scission 3D, 2D. Et là, c'est là où je trouve que le rétro gaming arrive doucement, puisqu'il y a des gens qui vont pas suivre cette mouvance de la 3D, qui vont rester un peu en retrait sur les jeux 2D, qui en plus continuent à se développer, notamment sur la Super NES. Et du coup, pour moi, ça marque un peu là, ce début de réfractaire, de gens qui vont moins aller sur l'avant. Donc, je sais pas si cette date vous convient. Alors moi, je suis d'accord avec toi, mais excuse-moi, stop juste 2 secondes. Le seul petit bémol, en fait, c'est que ça, pour moi, ça c'est vraiment cantonné à l'univers console. Parce que sur PC, les mecs, ils ont de la 3D depuis super longtemps, en fait, même si c'est fil de fer, tu sais, avec des TIE Fight, comment c'était Star Wars Ouais, mais X-Wing, TIE Fighter. Ouais, X-Wing. Ouais, c'est ça. Même avant, il y avait déjà sur Atari ST, sur Amiga, des jeux en 3D, en 3D polygonal. L'Arche de Captain Blood, t'as les passages voilà, en 3D. Des choses comme ça. Voilà. Mais tout ce que tu disais là, ouais, j'y souscris 1000 fois sur console, quoi, en fait. C'est clair, sur console, c'est... Alors après, l'autre petit truc auquel je pensais quand tu parlais, c'est sur console, t'as le cas encore particulier des Nintendo maniaques, qui eux, c'est pas qu'ils veulent pas de 3D, mais c'est qu'ils attendent. Ouais. Ils sont convaincus que la bombe atomique va arriver, qu'elle va tout détruire sur son passage, et qu'il restera plus rien d'autre que Nintendo à la fin. Et en fait, bon, l'histoire s'est passée un petit peu différemment. Oui, mais sur console et puis en arcade aussi, parce qu'il y a aussi toute à l'époque où arrivent pas mal de jeux 3D, il y a quand même des bastions qui restent, comme notamment les jeux de combat qui restent encore beaucoup en 2D, les jeux des SNK ou les Street Fighter Alpha, Street Fighter 3 qui sortent en même temps que l'Air PlayStation, même Dreamcast. Street Fighter 3 était sorti sur Dreamcast, mais j'avais joué sur Dreamcast. Ouais. Donc ça continue encore à l'époque, mais c'était vraiment plus des jeux, des types de jeux assez puristes en fait, qui subsistaient en 2D à cette époque-là, j'ai l'impression. Mais après, effectivement, sur la fin de la Super Nintendo, forcément, il restait encore pas mal de 2D, puis même sur PlayStation et sur Saturn, il y avait quelques jeux en 2D encore aussi qui sortaient. Hein. Il n'y avait pas que de la 3D sur ces plateformes. Notamment Rayman, par exemple, qui est oui. C'est un jeu survu chez 16 bits et pourtant qui était un des premiers gros hits de la PlayStation. Bah, pour remettre encore un peu dans le contexte, c'est très compliqué, c'est une époque très trouble. Comme tu le dis, les fans de Nintendo, ils attendent une 64, enfin une ultra Nintendo à l'époque qui mettra des plombs à débarquer. Voilà, et derrière, des morts à gogo. C'est-à-dire que c'est un moment où il va y avoir des propositions autres. Certains se mettent sur le marché en espérant concurrencer. Et ça passe pas, quoi. Enfin, on va voir la mort de plein de sociétés, Atari, Commodore. C'est la mort du micro-ordinateur. L'avènement du PC total, c'est vrai que là... ça aussi, ouais, ça correspond aussi un peu à ça, quoi. Ouais, c'était même un peu avant, mais ouais. Et donc du coup, doucement, on glisse pour moi sur un autre avènement. Et là, on commence à arriver vers le rétro un peu commercial. Pour moi, qui va être en 2004, il y a l'arrivée. Nintendo décide, pour un peu sauvegarder ses licences, se faire du blé, faut pas se mentir. Ils sortent sur la GBA la collection NES classique. Alors,
au Japon, faut pas oublier que la NES tout court, je crois qu'elle est toujours, ils continuent de la fabriquer ou de la vendre, il me semble, même à l'époque. Je crois qu'ils l'ont fabriqué très très longtemps la NES au Japon. Il me semble. Mais là, du coup, ils sortent cette collection et le phénomène a pris une ampleur qu'a priori auquel Nintendo ne s'attendait pas. C'est-à-dire que là, il y a un vrai coup de cœur. Les gens, le fait de retrouver finalement dans leur poche les jeux qu'ils avaient sur leur console de salon, qu'ils avaient les plus jeunes, ça va vraiment il va y avoir l'effet Madeleine de Proust. Il y a d'ailleurs une pré-NES classique qui sort, il y a une GBA aux couleurs de la NES qui sort à cette époque-là aussi. Ouais, exact, ouais. C'était déjà, ils avaient déjà l'idée de ressortir leur console aux couleurs bradées. Ah ouais, d'accord, tu vois, ça je le savais pas. Donc là, bon, bah, on se rend un peu compte, il y a toujours eu un peu des compiles, hein, mais là, c'est la première fois qu'il y a vraiment un phénomène qui est marqué, où on sent qu'il y a un regain d'intérêt pour des vieux jeux. Parce que l'industrie du jeu vidéo est jeune et elle n'a pas vraiment eu le temps de se voir grandir et finalement elle n'a pas trop pris le temps de se retourner sur elle-même. La nouveauté chasse tout de suite ce qu'il y avait avant et peut-être qu'à partir de 2004 on va commencer à plus prendre conscience de l'héritage, à mon avis, de ce qu'ont apporté les anciens trucs. Et là, du coup, on va glisser vers 2006, où ça, c'est Polo qui me le faisait remarquer à juste titre. C'est vraiment l'explosion de ce phénomène-là sur la Wii, avec l'arrivée de leur store, et tout ce qui va être console virtuelle. Ouais, qui s'appelle carrément console virtuelle, quoi. Là, je veux dire, les mecs, ils avancent plus en terrain masqué, quoi. C'est officiel, quoi. C'est regardez, avec notre console, vous avez toutes celles qu'on a sorties avant intégrées dedans. Pas que celle de Nintendo, en plus. Et pas que celle de Nintendo, et même l'arcade. Il y avait de l'arcade. Il y avait je crois qu'il y avait du Commodore 64 aussi. Enfin, il y avait plein de trucs. Il y avait de la PC Engine. Enfin, il y avait pas mal de plateformes concurrentes. Voilà, c'est le moment où il flaire bien qu'il y a toute une communauté en fait liée autour de l'émulation, avec les sites américains genre Zophar Domain ou des choses comme ça. Et là, ils se disent bon bah on a du pognon à se faire là-dessus, quoi. C'est clair, ça va marcher, quoi. Même si c'est de la microtransaction plus microtransaction, à la fin, ça va faire des chiffres, quoi. Et alors le truc que je voulais dire aussi pour rebondir sur l'exemple que tu avais donné de la GBA, en fait, où effectivement ils ont ressorti. D'ailleurs, il y avait, en fait, pour moi, ça avait vraiment commencé avec Super Mario All-Star, qui du coup a été la compile de tous les Mario précédents, mais qui était déjà finalement l'ancêtre du remaster parce qu'ils avaient refait les graphismes. Mais oui. Non, mais t'as raison. Voilà, et ça, je crois que c'était même sorti avant. Et du coup, en fait, sur Super NES, et chaque version GBA, en fait, avait rééclaté de nouveau cette cartouche qui était compilée pour ressortir chaque épisode sous forme de cartouches séparées. Et en fait, là aussi où il y a une brèche pour eux, c'est que d'un côté il y avait cet engouement et de l'autre il y a toujours eu un écart technique en fait entre les consoles de salon et les consoles portables, et du coup ils se sont dit c'est génial, on a une génération de retard sur les mobiles, super, on va sortir la génération d'avant sur la portable. Ils en ont fait plein, hein. Ils avaient ressorti aussi Zelda Link to the Past, ils avaient ressorti Yoshi's Island, enfin il y avait plein de jeux Super NES qui étaient tous les classiques, ils les avaient rebalancés, qui étaient ressortis sur toute l'architecture je crois qu'elle était quand même assez proche, il me semble, et du coup ils avaient la même technique qu'ils ont aujourd'hui maintenant avec la 3D, enfin avec la GameCube puis la Wii, la Wii U puis la Switch. C'est la spécialité de Nintendo de ressortir les jeux de la génération précédente. Et ça a commencé effectivement à cette époque-là. Ouais. C'est même un truc des fois ils oublient leur propre stratégie, puisqu'on a vu par exemple que sur la Wii U, on attendait des remasters de la Wii, quoi, typiquement. Et les trucs, ils venaient pas, quoi. Ils sont toujours pas là, quoi. Tu veux du Kirby remaster, tu l'as pas. Tu veux les Mario Galaxy remaster, tu les as pas. Et donc, enfin, je sais pas, je crois que c'est quand même en projet, non, sur Switch ou je pense que ça va finir par arriver. Parce que les gars en viennent à oublier leur propre recette, en fait, c'est rigolo. Il y a un trou à un moment dans leur planning pour en balancer. C'est toujours un peu cyclique, en fait, c'est les stratégies. Ouais, ça c'est pas faux. Mais du coup, alors, on en reviendra vraiment après. On reviendra vraiment après dessus. Mais là où tu as raison, c'est que c'est vrai que Nintendo a flairé quelque chose qui apparaissait dans on va pas dire un milieu underground, mais oui, bon, pas encore super répandu. Carrément. Qui est effectivement l'émulation.
Alors l'émulation, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que tout le monde connaît, c'est le fait d'émuler, c'est-à-dire de générer une fausse console sur son PC, des anciennes consoles, et du coup, vous récupérez les jeux, vous pouvez jouer à toutes les consoles. Parce qu'à ce moment-là, les PC sont devenus tellement puissants qu'ils sont capables finalement, sans souci, de refaire toutes les anciennes consoles, et ça passe crème. Et en plus, là où je pense que le phénomène qui va vraiment amener l'émulation très vite à exploser, à mon avis, c'est quand même le fait qu'une des consoles qui est tout de suite mais hyper bien émulée, c'est la Neo Geo. Et la Neo Geo, c'est quand même la console que personne ne pouvait avoir quoi, à cause de son prix. Ouais, je pense clairement. Que ça a beaucoup joué. Quoi. D'un seul coup, c'était tiens, mais la Neo Geo, je l'ai chez moi, elle est gratuite et elle tourne, mais en émulation du feu de Dieu. Quoi. Et depuis les années 2000. Et ce qui est trop drôle, c'est qu'en fait, à l'époque dont tu parles, la Neo Geo, elle tourne mieux que la Super NES en émulation, quoi. Donc tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Oui, complètement. La Super NES, c'est n'importe quoi. Plus spécialisé, enfin, des plus un peu tordus à émuler. C'est ça, il y a le fameux mode 7. Et puis il y a la puce sonore aussi qui était assez complexe. De Sony, il y a pas mal de. Et puis tous les trucs un peu dédiés, genre Super FX, les trucs qui avaient rajouté dans Mario Kart aussi, qui n'étaient pas forcément simples à émuler, je pense, à l'époque. Ouais, non, c'est clair. Effectivement, je me rappelle de la première fois que j'ai eu c'est mal de pirater, il faut le dire, un CD de copie de sauvegarde de mes jeux Neo Geo que j'avais tous acheté légalement à l'époque. Sur un émulateur de Neo Geo PC, c'était la grosse éclate. Ouais. Oui, on va lâcher le nom, c'est MAME, qui révolutionne un peu à ce moment-là. Et effectivement, Nintendo, c'est un peu les premiers à flairer le bon coup, du coup, et comme on le voit, à se glisser là-dessus et à nous proposer, mais eux, de façon bien commerciale et légalement, ils sont dans leurs droits, évidemment. Tous ces petits jeux-là. Bon, l'histoire a montré aussi qu'ils avaient parfois mis des prix qui étaient quand même pas toujours hyper friendly par rapport à des jeux qu'ils avaient déjà bien amortis, quoi. Mais bon. Donc... Et que ces derniers, des fois, dans passage d'une console à l'autre, tu dois te les racheter une troisième fois, en fait. Ou quatrième, selon, quoi. Oui, et je pense que là, c'est quand même la problématique sur la Switch. Problématique qu'ils ont pas réglée, puisque ils nous proposent les jeux NES gratuits avec l'abonnement, mais c'est vrai que pour le moment, ils bloquent sur le reste. Et effectivement, je pense que c'est quand même pas mal lié au fait que les gens il va y avoir un peu de soupe à la grimace quand ils vont devoir repasser à la banque, remettre de l'argent pour acheter une 114e fois un Zelda ou un Castlevania. Voilà, c'est ça. Sauf si, miracle, ils arrivent à trouver une fusion d'achat, un truc. Mais bon. Ouais. L'histoire nous le dira. Et du coup, là, on va glisser vers 2010. Je mets 2010, c'est un peu en gros, où le rétro gaming est arrivé un peu partout. C'est-à-dire qu'on a pris conscience que les vieux jeux avaient un réel potentiel, que ça plaisait, qu'il y avait un public, que les gens rejouaient à ces jeux-là. Et va se glisser derrière ça toute une scène indépendante qui va s'inspirer de ces jeux-là parce que ils sont plus simples à développer, que les outils leur permettent de développer avec des très petites équipes ce type de jeu, et ça va être le départ, le grand boom qui continue encore aujourd'hui du pixel art et du jeu indépendant, quoi, qui est du rétro gaming sans lettres. Enfin, c'est du jeu moderne inspiré de l'ancien, et ça perdure avec maintenant vraiment des chefs-d'œuvre, quoi. Ouais, c'est clair. C'est un style qui permet aussi autant si on peut faire des jeux indés en 3D, il y en a, mais le jeu indé en 3D va tout de suite souffrir la comparaison par rapport à ce qui se fait avec plus de moyens, alors que le pixel art, ça permet vraiment de créer un style. Je pense à des jeux comme il y a des jeux qui sont pour moi des petits chefs-d'œuvre en graphique comme Fez, comme plus récemment Stardew Valley. Moi, des fois dans Stardew Valley, je me perds à regarder tous les petits détails qu'il y a dans chaque bâtiment, dans chaque petit arbre, mare et tout ça. Enfin, ça fournit de détails et c'est impressionnant la façon dont ils arrivent à créer des univers vraiment presque poétiques un peu avec ce mode de graphisme. Après, c'est peut-être un peu trop vu maintenant, parce qu'il commence vraiment à y en avoir beaucoup, et c'est peut-être un peu... peut-être passer à autre chose, mais
Mais au Céleste, c'est aussi un chef-d'œuvre dans le genre, quoi. Et c'est bien que ça revienne parce que c'est quand même aussi intemporel. Et c'est pour ça aussi on verra que, les consoles rétro, parce qu'on va en parler, je trouve qu'elles fonctionnent mieux pour les jeux 2D parce que finalement ils vieillissent moins. On est moins confronté à la douleur du souvenir d'un Super Mario World que d'un Destruction Derby ou d'un. Bah écoute, Voilà. on y arrive, et justement, j'arrivais sur cette conclusion un peu de cette partie 1 qui est de dire que non, finalement, le rétro n'est pas un espèce de truc de vieux réfractaire nostalgique, mais c'est un mélange entre le plaisir qu'on a à rejouer à des jeux que pour beaucoup on a connus, et malgré tout, un style qui reste d'actualité aujourd'hui via la scène indé et le pixel art. C'est-à-dire que finalement... dont certains programmeurs sont jeunes, enfin, ils sont pas forcément de notre génération à nous, donc c'est pas non plus que de la nostalgie. Oui, exactement. Et finalement... un style entier, en fait. Il n'y a pas... finalement, il n'y a pas vraiment de barrière. Enfin, il n'y a pas finalement une vraie barrière temporelle. C'est-à-dire que c'est plus marqué, je dirais, sur un style de jeu, et que ce style de jeu, finalement, il va perdurer. Mais tout comme c'est pas parce qu'on invente de la 3D au cinéma que la 2D disparaît, c'est pas parce qu'on invente du numérique que certains veulent pas filmer en pellicule. Enfin voilà. Ça s'ajoute, quoi. C'est pas parce que la télé arrive que la radio disparaît, c'est pas parce qu'Internet arrive que la télé disparaît. C'est un truc, c'est un style en plus, quoi. Et qui a aussi des avantages techniques, concernant la portabilité, par exemple, des choses comme ça. Et oui, c'est un style qui se surajoute et qui, au final, je pense, plaît aussi aux jeunes. Hein. C'est pas uniquement un truc de quadra, je pense, la 2D. Le succès de Minecraft, par exemple, c'était quand même. Ouais, non, mais c'est vrai. Une Stardew Valley ou des gens. Pas mal de jeux quand même qui sont rétro. Puis bon, ça rappelle la chose que tout gamer qui se respecte sait, mais c'est que la technique ne fait pas tout, quoi. C'est derrière le gameplay, c'est la base, quoi. Alors quand t'as à la fois la technique et le gameplay, forcément c'est génial, mais c'est pas si tu as, s'il y en a un que tu dois avoir sur les deux, c'est clairement le gameplay, quoi. Ça nous rappelle bien ça, quoi. Et voilà, tu as des jeux qui techniquement sont creux, des jeux qui techniquement sont très bons mais qui ont un gameplay pourri, et tu as tout l'inverse. Et évidemment, lequel des deux jeux vers lequel tu vas aller, c'est celui qui a un bon gameplay, quoi, tout simplement. Écoute, on verra ça dans une autre partie, mais je te rejoins tout à fait. J'ai un peu envie de te dire, c'est les jeux qu'on peut faire encore à nos enfants, tu vois. Et c'est vrai que il y a des jeux qui passent encore crème. Là où tu vois que c'est pas par nostalgie que tu restes accroché à ce jeu, c'est quand tu le laisses tourner sur une télévision, quoi, par exemple avec un RP qui tourne avec un Recalbox ou un truc comme ça, et que tu vois que ton gosse il regarde le jeu, qu'il s'arrête dessus, qu'il prend la manette, qu'il a envie de jouer, tu te dis ok, c'est pas juste de la nostalgie qui joue, c'est qu'il y a vraiment le jeu il t'appelle, en fait, quoi, soit parce qu'il est bien fait, soit parce que la musique est bonne. Il y a tout un tas de trucs. Je sais pas, comme si tu pouvais sentir transpirer la passion des développeurs qui ont fait le jeu, quoi, ou leur savoir-faire, ou le mélange des deux. Et là, tu vois bien quelle est la recette qui marche, quoi, tout de suite. Et là, c'est pas qu'une question de réputation ou de bon test à l'époque ou de contexte à l'époque ou je sais pas quoi. C'est un bon jeu, ça restera toujours un bon jeu, quoi. Enfin, à quelques exceptions près, quoi, on va dire. Mais en général, ça tient dans le temps, quoi. Ouais. Non, mais... Donc, on est d'accord, c'est pas qu'un truc de vieux con, quoi. Je pense pas, non.